Bonjour tout le monde, c'est Béna. Nous sommes déjà au 7e jour de mon jeûne et pour tout vous dire, j'ai bien failli ne pas faire cette vidéo parce que je suis tellement épuisée que ça n'a même pas de nom. En fait, j'ai commis une erreur le jour 5, le jour où j'étais tellement dynamique, c'est de vouloir profiter encore de cette énergie pour ressortir, faire une balade, et ça a été clairement de trop. J'ai marché, et puis tout d'un coup, paf, zéro énergie. La panne sèche, on ne peut pas dire autrement. Et il m'a fallu me tirer en avant pour rentrer à la maison. J'étais tellement fatiguée que j'avais l'impression que j'étais fatiguée jusqu'à l'intérieur de mes os. Et ce que j'ai fait la première chose qui me venait à l'esprit, j'ai mangé un kiwi qui était sur la table de la salle à manger. J'aurais pu me faire un jus, mais il fallait monter la machine et tout. Après, il fallait laver la machine, couper les légumes. Et ce kiwi, il était là, il me tendait les bras, si on peut dire, et je l'ai mangé. Alors sur le moment, ça m'a fait un bien. Je peux même pas vous dire ce kiwi, c'était les anges du paradis. Par contre, j'ai eu un peu peur d'avoir rompu mon jeûne en faisant ça. Parce que dès qu'on fait un apport de nourriture solide, le corps, il se remet en mode normal et il arrête la cétose des graisses et tout. Donc c'est vraiment ce que je voulais pas. Mais je pense que j'étais à un tel degré d'épuisement qu'en fait, il ne s'est rien passé du tout. Ce kiwi, c'est comme si vous aviez jeté une brindille dans un immense feu. Ça a fait... Il a été consommé en un dixième de seconde. Et mon corps, il est resté en jeûne. Alors ça, je suis très contente et un peu surprise aussi pour tout dire. Mais c'était une expérience qui valait la peine de faire ça. Et sur le moment, je me suis demandé si j'allais faire le jeûne sec le lendemain, parce que ça me paraissait quand même un peu hard. Et j'ai attendu le lendemain. Alors le lendemain, je me suis réveillée et j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Je me suis demandé si j'allais faire le jeûne sec et puis je me suis dit, mais oui, vas-y, fais-le. Là, j'aurais dû écouter la petite sonnette d'alarme qu'on a tous quelque part en arrière-plan, mais en général on dit, mais non, vas-y, fais-toi violence. Alors j'ai voulu faire à sec. Alors cette journée à sec, en fait, j'ai commencé par boire une gorgée d'eau pour avaler des médicaments que je dois prendre. J'ai des médicaments pour la thyroïde. Et je ne peux pas faire autrement que de les avaler avec un peu d'eau. Mais c'est pas grand-chose, c'est juste une petite gorgée. Donc j'ai pris cette petite gorgée et puis j'ai fait ma journée à sec. Et puis j'ai eu encore l'idée absolument géniale d'aller jardiner un peu parce qu'il faisait tellement beau. Puis j'avais des plantons qui étaient en attente depuis de nombreux jours et puis qui étaient un petit peu chétifs sur mon balcon. Je me suis dit, ah là là, il ne faut pas qu'ils attendent, je vais aller les planter. Je suis allée au jardin, mais il m'a fallu m'arrêter entre chaque coup de bêche. Je plantais mon capion dans la terre et puis je devais m'arrêter. Il m'a fallu une bonne heure pour mettre en terre quelques plantons. Puis ensuite, je suis rentrée chez moi et une fois de plus, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit que j'allais pas continuer mon jeûne à sec, que c'était déraisonnable, que c'était dépasser ce qu'on appelle sa capacité adaptative. On a tous, une fourchette dans notre corps où le corps il peut s'adapter sans que ça nous crée de dommages. Mais quand on est dans un grand état de faiblesse, cette fourchette elle se restreint et la moindre chose elle est de trop. Et il faut vraiment l'écouter. Enfin moi c'est à force de ne jamais écouter ça parce qu'il fallait faire comme les autres voulaient, voilà, comme on fait tous. On se dépasse, puis un jour la machine, elle nous fait comprendre de façon très violente que non, on ne peut pas continuer comme ça, on a des limites et il faut les écouter. Donc aujourd'hui, je n'ai pas fait à sec, j'ai repris les jus, je me suis fait un bon jus de carotte ce matin avec un peu de citron, j'ai bu beaucoup d'eau ce matin, beaucoup d'eau, c'était un verre comme ça, mais pour moi c'était déjà beaucoup d'eau. Ça m'a fait un bien cette eau, mais je vous dis pas. J'avais plus envie d'eau que de nourriture. Et puis après ce jus qui était absolument divin, et puis je suis allée me coucher, je me suis reposée. Non, en fait je ne me suis pas reposée tout de suite, je suis d'abord sortie faire quelques pas parce que j'étais transie, j'avais froid dans mes os et j'ai marché jusqu'à un banc qui est en plein soleil, puis je suis restée un long moment là à faire le capteur et puis à me tourner dans tous les sens pour avoir le dos qui chauffe, les reins qui chauffent, les bras qui chauffent. Et puis après je suis rentrée pour me reposer. J'ai dormi une bonne partie de l'après-midi, puis quand je me suis réveillée,
j'étais encore fatiguée, hein, je le suis toujours, et je me suis dit, ben, ça fait 2 jours d'affilée que je mange des kiwis, je vais manger le 3e kiwi. Et j'ai remangé un kiwi. Et même j'avais, pour tout vous dire, envie d'un truc très bizarre depuis hier. J'ai une envie, mais terrible, de boire du vinaigre. Ça m'est jamais arrivé un truc pareil. Mais je boirais le vinaigre à la bouteille. Donc en plus de mon kiwi, j'ai pris un peu de vinaigre dans de l'eau et puis j'ai bu ça. Et mon Dieu, mais ça m'a paru phénoménal, tellement que c'était bon. Alors je ne sais pas pourquoi j'avais cette envie terrible de vinaigre. Je pense que c'est lié au foie. Mon foie, il est très clairement surchargé et en dépassement de ses capacités. Là, je lui ai fait le coup de grâce avec ce jeûne sec. Et donc, le vinaigre, je pense que c'est juste quelque chose qui aide le foie à détoxifier. Il faudrait que je vérifie un peu sur Internet, mais là, j'étais tellement HS que j'ai même pas été voir si c'était recommandé ou pas recommandé. Je me suis dit que mon corps voulait que je fasse ça. Donc, je l'ai fait. Je pense que ces prochains jours, je vais continuer au jus et je vais continuer au vinaigre aussi. Même si c'est juste une cuillère à soupe dans un peu d'eau le matin, j'ai l'impression que ça me fait du bien et que ça m'aide. Alors, que vous dire de plus? Ah oui, question poids. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, je faisais 66 kilos et vous rappelez que j'ai perdu à peu près 500 grammes par jour. Et bien, ces 2 jours à sec, ça m'a fait perdre exactement le même poids qu'en 4 jours. Le jour 6, quand j'ai commencé mon jeûne sec, j'étais à 64,8 kg. Donc j'avais perdu 1,2 kg en un jour, au lieu de 500 grammes. Donc c'est quand même assez brutal. Ça veut dire que mon organisme, il a vraiment tapé dans les graisses, mais à mort. Et puis le jour suivant, donc aujourd'hui, je suis à 64 kg. Donc j'ai perdu 800 grammes en fait. Ce qui est beaucoup plus que d'habitude. Alors pourquoi c'est beaucoup plus que d'habitude? Ben, précisément parce que je l'ai fait à sec. Enfin, le jour de grande joie, là, je vous ai dit que je m'étais arrêtée de boire à peu près dans l'après-midi. Et j'avais déjà assez soif parce que j'étais en réduction hydrique depuis le matin, en fait. Et du coup, quand j'ai fait mon jeûne sec, j'étais hyper à sec. Alors là, ça a dégommé les kilos très vite. Et puis aujourd'hui, même que j'ai bu, j'étais toujours sur mon dépassement de mes capacités. Donc mon corps, il a dû taper dans mes réserves à mort pour compenser. D'où la baisse drastique de poids. Que vous dire sur cette baisse drastique de poids? Je me suis un petit peu intéressée sur les phénomènes de consommation interne. Qu'est-ce que notre corps y fait? Qu'est-ce qu'il va chercher à l'intérieur de notre organisme pour suppléer au manque? Parce que le jeûne sec, je ne l'ai pas fait comme ça, parce que c'est génial, le jeûne sec, il y a plein de gens qui en parlent sur Internet, allez, youpi, tralala, je vais tenter le truc. Non, je me suis vraiment bien documentée. Et avant que je tente un truc qui me paraissait aussi risqué, il fallait que j'en comprenne les tenants et aboutissants. Eh bien, quand on ne mange pas, notre corps, il fait 2 choses. Il fait de la cétose, c'est bien connu des gens qui veulent s'amaigrir, c'est-à-dire qu'il va taper dans les graisses pour produire ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et le glycérol, c'est un de ces corps cétoniques, c'est donc quelque chose que le corps fait à partir des graisses pour continuer de nourrir le corps, c'est-à-dire un sucre de substitution. Mais à côté de ça, si le corps est en déficit hydrique, qu'il est en manque d'eau, eh ben, il a un moyen de fabriquer de l'eau. Alors ça, moi, j'y croyais pas du tout. Je me disais, mais attends, la graisse et l'eau, c'est 2 trucs antithétiques. Il n'y a pas d'eau dans la graisse. Ben, figurez-vous que les organismes vivants sont super bien faits parce qu'ils arrivent, à partir de graisse, à fabriquer de l'eau. Ça s'appelle l'hydrolyse des graisses. Et quand on est en déficit hydrique, c'est ce qui se passe. Et ce qu'il y a dans la bosse des chameaux et des dromadaires, hein, c'est pas de l'eau, hein, c'est pas une outre qu'ils ont sur le dos, c'est une boule de graisse. Alors je peux pas vous dire si dans leur cas c'est une graisse particulièrement qui a une propriété particulière pour se transformer en eau, mais c'est de la graisse, ce n'est pas de l'eau. Et c'est ça qu'ils vont transformer en eau quand ils font leur longue traversée du désert. Et tous les mammifères sont équipés du même système. Ils arrivent à résister une certaine disette hydrique.
Alors jusque-là, on nous disait toujours, ouais, mais 3 jours, c'est le maximum. Le 2e jour, t'es complètement HS, puis le 3e jour, ben, ton sang il s'épaissit dans ses veines, puis tu meurs d'une embolie cérébrale ou d'une embolie pulmonaire parce que ton sang il peut plus circuler dans tes capillaires et puis paf, c'est la mort. Alors ouais, c'est peut-être la mort si vous vous baladez en plein désert sous un soleil de plomb puis que vous n'avez plus une goutte à boire parce que les conditions sont extrêmes. Mais si vous êtes tranquillement chez vous et que vous n'exagérez pas, que vous ne faites pas des abus d'aller en plein soleil ou faire un jogging alors que vous êtes déjà en train de jeûner et vous avez une forte perte hydrique par la sueur, et ben normalement vous devez pouvoir tenir un bon moment sans eau. Et ça, moi j'ai halluciné. Ça m'a tellement surprise, j'en ai entendu parler dans une vidéo sur internet, que je suis allée regarder la littérature scientifique pour savoir si c'était vrai. Et je suis notamment allée regarder un livre que j'avais acheté précédemment dans mes périodes de jeûne pour en savoir plus sur le jeûne. C'est le livre de Herbert Shelton, Dr Shelton. C'est un Américain qui a étudié le jeûne au début du XXe siècle et qui avait une clinique, je pense, dans laquelle il pratiquait le jeûne, enfin il faisait pratiquer le jeûne à ses patients. Alors c'est pas un type qui forçait les gens à pas bouffer, hein. C'était un homme qui était très curieux et qui s'était rendu compte, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute, on va mieux quand on jeûne, il y a plein de trucs qui se résolvent dans notre... Par exemple, moi là, ma vue, elle est en train de s'améliorer, je ne peux que le constater. Et bien ce docteur Shelton aussi, il a fait jeûner des centaines ou peut-être des milliers de personnes, il a fait un compte rendu de chaque jeûne, de chaque personne. Il a décrit la condition physique de la personne à son arrivée, avec toutes ses constances, son poids, son sang et tout, et puis toute l'historique du jeûne de la personne, et quand la personne a rompu son jeûne, parce que les gens n'étaient pas obligés de jeûner. Ils le faisaient sur recommandation de ce médecin, mais s'ils trouvaient que c'était dépassé leur capacité adaptative, eh ben, ils pouvaient spontanément décider de cesser de jeûner. Et il a compilé comme ça une masse de données absolument impressionnante et il s'est posé des questions sur plein de choses. Il s'est posé des questions sur la nécessité du lavement. Est-ce bien de faire un lavement ou est-ce mal? Alors pendant un temps, il le faisait faire à ses patients, puis après il a eu des doutes, il a essayé sans. Enfin, je ne veux pas vous résumer le livre, mais il s'est aussi intéressé au jeûne sec parce que la question l'intéressait. Et il y a des gens dans sa clinique qui ont jeûné, mais un nombre incroyable de jours, genre 10 jours, 20 jours, sans eau. Enfin, un truc de fou. Je pense pas que les mecs, ils allaient faire un trek en plein soleil, hein. Ils devaient être tranquillement à la clinique, à l'ombre, dans un état de zénitude. Et puis voilà. Alors, et ce monsieur aussi s'intéressait aux travaux d'autres médecins qui faisaient les mêmes recherches, et quand il avait des résultats obtenus par d'autres personnes, et il cite, selon les recherches du docteur machin, il y a eu tel cas, documenté comme ça, et puis il y a toute l'historique. Donc ce livre est vraiment très très bien. C'est Le jeûne, ça s'appelle le livre, et puis c'est le docteur Herbert Shelton, si jamais ça vous intéresse. Mais bon, c'est un ouvrage scientifique, si vous vous intéressez pas de très près à la physiologie du corps humain, puis aux trucs un peu chimico-physiques qui se passent là-bas dedans, vous allez vite vous dire « Oh mon Dieu, non, je vais prendre un ouvrage un petit peu plus vulgarisé ». Vous pouvez tout à fait, hein, c'est pas un jugement, c'est que j'avais besoin de savoir où j'allais. Donc le jeûne sec, je pense toujours qu'il est bien, parce que je l'ai pratiqué dans mes jeûnes précédents. J'ai fait des jours à sec, mais pas vraiment à sec. En fait, ce que j'ai fait, c'est du mi-sec. Alors ça, j'ai vu nulle part, mais ça m'a bien convenu. C'est-à-dire que le matin, je faisais un jus, parce que comme je suis une personne très épuisée et que j'ai eu une expérience du jeûne à l'eau qui a été très très mauvaise, c'était le jour où j'avais fait 10 jours dans les calanques, là. Donc ça, je voulais plus refaire. Du coup, j'ai décidé que je jeûnerais toujours au jus, mais je voulais pas en faire trop, donc un petit jus le matin, et puis en général, je reste sur cette quantité de liquide jusqu'au soir, puis le soir, peut-être, je me fais une petite tisane dépurative pour le foie, par exemple. C'est ce que je faisais dans mes jeûnes prétendument secs, où je faisais 2, 3, 4 jours comme ça, et puis les kilos, il tombait mais à la vitesse grand V. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le faire complètement sec, ce jeûne sec. On peut le faire mi-sec.
Et je pense que c'est ce que je vais faire dans les jours suivants. C'est-à-dire, au lieu de boire trop, parce que boire trop c'est mauvais, ah oui, c'est encore quelque chose que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe quand on boit? On nous dit il faut boire 3 litres ou 2 litres d'eau par jour. Il faut boire même si tu n'as pas soif parce que c'est bien, tu détoxes et tout. Moi, toujours, ce truc-là, ça m'a paru absolument ridicule parce qu'on a une petite sonnette d'alarme pour la soif. Et puis quand on a soif, notre corps il nous dit il faut boire, et puis on va boire. Mais si on n'a pas soif, pourquoi on boirait? Mais parce que c'est bien, parce que ça détoxe, parce que ceci, parce que cela. J'ai toujours pensé que c'était une grossière erreur parce que ça me semblait pas du tout être le fait de quelqu'un qui écoute précisément son corps, parce que quand on écoute son corps, on devient de plus en plus fin pour l'écouter, on comprend de mieux en mieux les signaux qu'il nous envoie, alors que si on est sans arrêt en train de le contrer, parce qu'il y a des dogmes et des doctrines qui disent qu'il faut boire 3 litres, qu'il faut manger ceci, qu'il ne faut pas manger cela, on perd complètement l'habitude de s'écouter. On n'a plus du tout d'instinct pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Et il s'avère qu'en fait, quand on boit trop, en fait, c'est pas bon du tout. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on avale tout d'un coup une grande quantité d'eau? Notre corps, il est en panique parce qu'en fait, tout notre organisme, il a un degré de salinité qui doit rester dans une certaine fourchette. Or, dès lors qu'on avale une grande quantité d'eau, cette eau, elle ne passe pas à travers notre système digestif pour aller directement dans l'urine, elle doit être entièrement assimilée, elle va passer dans le sang, elle va être filtrée par les urines, donc le corps ne peut pas l'évacuer parce qu'il se dit « Oh mais là il y a trop, allez j'enlève ces quelques décilitres ». Non, il est obligé de tout traiter. Et donc pendant un certain moment, notre sang il va être trop fluide, trop liquide, pas assez salin par rapport au reste de l'organisme, par rapport aux cellules et autres, qui n'ont pas encore été délavés par l'eau. Alors ce qui se passe, c'est que le corps est un petit peu en perdition et il va ponctionner des sels dans notre organisme pour remonter le niveau salin du sang, pour garder cet équilibre. Et du coup, après, quand on va uriner, excusez-moi, quand on va uriner, on va tout simplement se délaver. Il y a tous ces bons sels de sodium, de potassium, de magnésium qui vont partir dans nos urines pour rien. Parce qu'on n'avait pas besoin de cette eau. On était en dépassement. Notre corps, il ne nous a pas demandé de boire ça. Il n'avait pas soif à ce moment-là. Quand on a soif, c'est quand notre corps il rentre en trop grande concentration de ces sels. Et à ce moment-là, on a la sensation de soif parce que quand on prend de l'eau, ça va rediluer le sang et ramener le bon équilibre. Donc c'est une idée qui n'est pas très bonne de trop boire. Enfin, moi je pense ça, je ne suis pas médecin ni rien. Vous, si vous voulez continuer de boire vos 3 litres par jour parce que vous avez l'impression que ça vous fait du bien, faites-le. Je veux dire, je ne veux pas vous en dissuader, je vous donne juste mon expérience, où je suis allée chercher mes informations et pourquoi je pense comme je pense en fait. Donc oui, quand on jeûne à sec, alors il se passe quoi? On n'écoute pas sa soif, donc on ne va pas faire cet apport d'eau que le corps nous demande, parce qu'effectivement, il se concentre en sel et tout devient plus dense. On ne peut pas rester dans cet état-là, et le corps, pour juguler l'état de déshydratation qui commence à nous envahir, comme il n'y a pas d'apport d'eau pour la contrer, le corps, il va augmenter la cétose, c'est-à-dire il va augmenter la consommation de graisse dans le but de créer, non pas du glycérol cette fois, mais de créer de l'eau, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc du coup, c'est pour ça que le poids baisse aussi vite. Et le corps, il est vraiment fait pour faire ça, ce qui explique pourquoi des fois on retrouve des gens qui ont été coincés dans des caves ou quand il y a eu des bombardements ou des écroulements suite à un tremblement de terre, on retrouve des gens des fois 10 jours ou 20 jours après, ils sont encore vivants, ils n'ont pas bu et les médecins, même les médecins se posent la question de savoir comment ces gens ont survécu. Ils ont survécu grâce à cette capacité qu'a le corps de créer de l'eau par rapport aux graisses. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore avant de conclure cette vidéo? Ah oui, à côté de la cétose, donc le fait de consommer nos graisses, il y a ce qu'on appelle l'autophagie qui se fait pendant le jeûne. J'en ai parlé sans la nommer dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire les processus de nettoyage de notre corps. Nos cellules, quand elles sont en mauvais état, quand elles sont malades, quand elles vont mourir,
elles arrivent à déclencher un processus d'autoconsommation pour que la quantité de matière nutritive qui les compose ne soit pas perdue, pour que leurs compagnes autour puissent profiter de ce qui les constituait comme aliment, si vous voulez, je ne sais pas comment dire autrement. Alors l'autophagie, c'est le fait d'aller chercher dans les tissus tout ce qui est vicié, tout ce qui est sénescent, tout ce qui ne fonctionne plus très bien, et d'en faire un carburant, et d'en faire quelque chose qui va contribuer à alimenter le corps. Et puis cette chose-là, je l'avais moi-même constatée, mais dans un tout autre environnement. Je me rappelle, ça fait des années de ça, j'avais des plantes vertes à la maison, et de temps en temps, vos plantes vertes, elles font une feuille jaune, c'est souvent une des plus vieilles feuilles qui est en bas de la plante. Tout d'un coup, une feuille devient jaune. Et je me rappelle, ma mère me disait toujours, mais il te faut enlever ces feuilles jaunes, tu vois bien que cette plante, elle a une feuille malade, il faut l'enlever. Puis moi, au début, j'enlevais les feuilles. Et je remarquais que ce qui se passait, c'était que quelques temps plus tard, la plante faisait une autre feuille jaune, un peu plus haut. Puis si j'enlevais cette autre feuille jaune, elle faisait une autre feuille jaune, et comme ça. Puis je me disais, mais en fait, c'est peut-être bête, il faut peut-être pas enlever cette feuille jaune. Parce que peut-être que la plante, elle va consommer tous les nutriments, toute cette énergie qu'elle a mise à construire cette feuille, peut-être qu'elle peut la réutiliser, puis peut-être que parce qu'elle a été en stress hydrique, ou en stress de toutes sortes, trop de rayons de soleil ardents, ou trop de froid, ou pas assez de ceci, cela, elle va utiliser sa propre matière pour continuer de nourrir le corps de la plante. Vous avez vu quand vous mettez une salade ou un chou au frigo, c'est toujours les feuilles qui sont autour qui commencent à flétrir en premier. Parce que l'intérieur, le cœur, la partie jaune de la plante, va utiliser ces nutriments pour continuer de se maintenir en vie. Et c'est une forme d'autophagie en fait. Et puis l'être humain, il ne peut pas faire comme ça, genre je laisse mon bras, imaginons qu'on vive une disette très très grave sur un navire, je vais consommer mon bras, mais j'aurai un bras en moins, mais au moins je me serais autophagée. Faudrait le couper pour pouvoir faire ça. Mais notre corps, il le fait lui-même, hein. C'est pour ça qu'on s'épure. C'est pour ça qu'on ressent ces bienfaits incroyables quand on jeûne, parce que tout ce qui traînait de pas net, ça finit par être éliminé, consommé, recyclé. Et c'est formidable. Et maintenant, mes yeux, là, quand je regarde au loin, comme ça, ma vision est déjà en train de s'éclaircir. J'ai toujours un petit peu des larmoiements, mais j'attends dans les prochains jours d'avoir cette sensation tellement agréable de recouvrer des yeux de quelques années en arrière en fait. Alors, qu'est-ce qui a fait aussi que j'ai décidé de stopper ce jeûne sec et de rester dans un jeûne plus soft? C'est parce que je sais que mon foie, il est déjà à l'état normal très impacté. Parce que je suis toujours en dépassement de ce qu'on appelle cette fameuse capacité adaptative. Donc à quoi ça se voit ça, à part la fatigue chronique et tout? Ça se voit à plein de choses. Justement les yeux un peu troubles, un peu jaunes, ça c'est pas bon signe. Ça indique que votre foie, il a des soucis. Mais moi, ce que je vois, c'est parce que mes ongles, j'en étais tellement contente l'autre jour, je me disais, waouh, ils poussent bien. Et puis quand je me suis réveillée le jour de mon jeûne sec, j'ai regardé mes ongles qui étaient tout durs, qui me paraissaient mieux que d'habitude. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ils sont blancs. Et oui, mes ongles étaient blancs. Je vais vous mettre une image juste après. Alors, mes ongles présentaient les caractéristiques de ce qu'on appelle l'ongle de Terry. Je pense que c'est un médecin, le docteur Terry, j'imagine, qui a décrit ce syndrome de l'ongle de Terry, je ne sais pas. C'est les ongles qui n'ont plus de lunule ici, parce que normalement, nos ongles, à la base de l'ongle, il y a une petite lunule plus claire. Et donc moi, ça fait des années que je n'ai plus ces lunules. Alors quand j'étais jeune, je les avais. Et au fil des années, elles ont régressé, et je n'ai plus de lunules que sur mes pouces. Puis un jour, je suis tombée sur un article sur Internet qui disait que la disparition des lunules, c'était un signe d'épuisement profond des ressources de l'organisme. La personne, elle est vraiment en épuisement. Et ça m'a alarmée, ça m'a interpellée. Je me suis dit, tiens,
Et puis il y avait encore une autre chose, quand l'ongle est blanc, au lieu d'être joliment rose comme quand on va bien, quand l'ongle est blanc dans toute sa partie au-dessus de la lunule et un petit peu rose foncé juste avant la partie de l'ongle qui est libre, c'est absolument typique de l'ongle de Terry et ça indique non seulement un épuisement, mais ça indique également un problème de foie, des problèmes de reins et parfois même aussi des problèmes de cœur. Et ça fait longtemps que je suspecte que mon foie il est en limite. Donc je veux éviter absolument d'aller trop loin, de le surcharger et qu'il tombe en cirrhose, parce que même si on ne boit pas, on peut tout à fait faire une cirrhose. Quand j'étais à mon plus mal, que j'étais diagnostiquée pour tous ces ennuis de santé, mon médecin m'avait dit « mais vos constantes de foie sont pas bonnes, vous avez beaucoup trop de bilirubine ». La bilirubine, c'est le résidu de dégradation des globules rouges, et puis ça colore les urines en jaune, et c'est un signe très clair de dépassement de la capacité du foie. Et puis si on continue comme ça pendant très longtemps, ben on va droit dans la cirrhose. Puis si on va dans la cirrhose et puis qu'elle va jusqu'au bout, eh ben on est bon pour la transplantation d'organes. Alors ça fait quand même pas très envie. Moi je veux pas bousiller mon foie. Donc je vais continuer à jeûner en douceur, et puis ensuite pour éviter de devoir continuer à faire autant de jeûnes, parce que c'est quand même un stress pour l'organisme, je vais voir si je peux m'orienter sur une alimentation un petit peu plus légère, manger moins, faire que 2 repas par jour, ou alors placer un jour de jeûne par semaine, par exemple le vendredi, je ne carbure qu'au jus, c'est une solution, pour offrir à mon organisme un temps de repos pour l'épuration et puis pour que le foie ne soit pas tout le temps en surcharge. Je pense que c'est très très important. Et puis ensuite, si on arrive à remonter ses énergies, à restaurer son intestin pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il soit plus poreux, et ben normalement on n'a plus besoin de jeûner. Ou alors, si on fait du jeûne intermittent, que ça devient une hygiène de vie, ben on n'a plus besoin de faire des jeûnes longs, on n'a plus besoin de se mettre dans des trucs aussi stressants que ce que je suis en train de faire. Donc on verra bien. Alors je vous retrouve pour la prochaine vidéo, probablement dans 2 jours, et là on parlera un peu de remontée alimentaire. Et puis quand j'aurai terminé ces vidéos, je pense aussi vous faire un petit suivi sur ce qui se passe quand j'aurai repris l'alimentation, parce que c'est un peu bête de parler tellement du jeûne et puis de ne pas savoir les bienfaits que ça a fait par la suite, et puis de comment la personne a géré ça pour améliorer son hygiène alimentaire et son hygiène de vie. Donc voilà, j'ai parlé plus que ce que je pensais. Je vais m'arrêter là, et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.